Alors, tout d'abord, les élèves, quand ils sont arrivés pour la séance 5, m'ont posé des questions sur des soucis qu'ils avaient par rapport au changement d'unité, bref, tout ce qu'on avait revu en AP. Donc, j'ai répondu dans un premier temps à leurs questions. Pour les élèves à distance, vous pouvez, afin de répondre finalement vous-même à vos questions, je vous rappelle, aller sur le Génial Maths Physique, sur lequel vous avez des capsules vidéo. En fait, les capsules vidéo, je leur ai réexpliqué certains passages en classe. D'accord ? Ensuite, nous avons repris donc, nous avons fait l'interrogation sur les unités, pardon, et ensuite nous sommes passés donc au chapitre que nous étions en train de faire sur le son. On avait avec vous la semaine dernière commencé à corriger l'activité numéro 3, comment fonctionne donc une oreille. On avait répondu aux 2 premières questions et puis ensuite on a bien analysé donc la maquette de l'oreille et justement nous avons en fait comparé la maquette aux éléments de l'oreille. Donc le goulot de plastique qui est ici, bien entendu, l'élément qui correspond dans l'oreille, c'est le pavillon, donc c'est par où entre le son, puis dans le conduit auditif qui est représenté ici par un bout de tuyau de polystyrène, de sopalin, pardon, de tube de sopalin. Ensuite, la partie de ballon de baudruche qui est au bout, c'est bien entendu, ça représente le tympan. Les pailles qui sont au bout représentent les osselets et au bout, nous avions mis ici un cristallisoire rempli d'eau qui correspond à la cochlée qui est remplie de liquide. Voilà. Ensuite, nous avons répondu à la question quels dégâts sont causés sur l'oreille par l'écoute d'une musique trop forte. On l'avait vu avec vous lorsqu'on avait analysé cette maquette. En fait, une écoute de musique trop forte peut causer la disparition des cils dans la cochlée. Et donc, si certains cils en grande quantité disparaissent, cela peut provoquer une surdité partielle, voire totale. C'est pourquoi il faut absolument faire attention. Ensuite, nous avons donc collé sur une nouvelle feuille de classeur l'activité numéro 4. Voilà le sujet. Donc le sujet pour les élèves à distance, je l'ai mis en pièces jointes. Sinon, vous laissez la place pour, il faut à peu près 10 cm pour coller cette activité numéro 4. Et ensuite, nous l'avons réalisée. Donc, il fallait analyser le document numéro 1 qui montre comment on modélise la chaîne de transmission d'un signal. Donc, j'ai expliqué aux élèves qu'il y a donc l'émetteur, la nature du signal, le récepteur et au-dessus le milieu de propagation. Alors, quand on modélise une chaîne de transmission, il faut bien faire un rectangle ici, une grosse flèche dans laquelle on écrit le nom du signal et à droite une case où on écrit le récepteur. Par contre, le milieu de propagation, vous n'êtes pas obligé de faire une case autour. J'ai pris un exemple. Par exemple, je suis en train de parler et là, ce qui capte le son, vous m'entendez chez moi, mais chez moi, c'est bien sûr le micro de mon ordinateur. Donc, si je voulais faire la chaîne de transmission du signal, on est d'accord que c'est un son. Donc, ici, à la place de nature du signal, j'écrirai signal sonore. L'émetteur, c'est bien entendu moi ou plus précisément mes cordes vocales. Donc, j'écrirai cordes vocales de Madame Bussière ici. D'accord ? Ensuite, le récepteur, ce ne sont pas vos oreilles parce que vous êtes loin de chez moi, c'est le micro de mon ordinateur. Et ici, le milieu de propagation, bien entendu, entre moi et mon ordinateur, il y a quoi? Il y a de l'air, donc c'est l'air. D'accord ? Ensuite, le document de rappeler ce qu'il y a comme information par rapport au milieu de propagation. Qu'est-ce que c'est qu'un milieu de propagation? On l'a déjà vu maintes fois dans les autres activités, mais je tenais à le rappeler. Et la première question, c'était donner les conditions nécessaires pour entendre un son. Donc déjà, pour qu'un son soit entendu, il faut bien entendu absolument que le son soit émis, d'accord ? Ensuite, il faut qu'il se propage dans le milieu grâce aux molécules du milieu qui vont vibrer de proche en proche. Et enfin, il faut que le récepteur sonore vibre à son tour. D'accord ? Donc, c'était la première question que j'ai résumée ici, que vous trouverez bien entendu dans le corrigé qui est en lien joint dans Pronote. Donc, pour entendre un son, un émetteur sonore doit produire le son en vibrant, puis il faut que les vibrations créées se propagent grâce aux molécules du milieu qui vibrent de proche en proche jusqu'au récepteur sonore qui doit vibrer à son tour. Ensuite, vous aviez 4 situations ici et il fallait donc les modéliser comme j'ai fait tout à l'heure avec ma parole et bien entendu mon ordinateur, le micro de mon ordinateur. Donc, il va falloir ici que vous réalisiez les 4 situations ici.
D'accord? Donc, je vais commencer avec vous la première et puis ensuite, vous ferez les 3 autres tout seul sur votre feuille de classeur et vous vérifierez la correction sur le corrigé joint. Donc, ici, dans Paul écoute une chanson au concert de son idole. Attention, quand on va à un concert, ce n'est bien entendu pas l'idole qu'on entend, mais le son qui est donné par finalement les haut-parleurs. L'idole chante dans un micro et ensuite c'est donné par le haut-parleur pour nos oreilles. Sinon on n'entendrait rien si on est loin dans la salle. Donc bien entendu c'est le haut-parleur qui émet le son. Ensuite, c'est un signal sonore. Donc ici, nous n'avons que des signaux sonores dans les 4 exemples, mais on verra la semaine prochaine qu'il existe d'autres signaux. Par exemple, les animaux urinent souvent pour marquer leur territoire. Donc vous êtes d'accord que l'urine, c'est pas du tout un son qui se dégage, c'est une odeur et c'est du produit chimique naturel. On appelle ça un signal chimique. Si par exemple je caresse quelqu'un ou au contraire je lui mets une baffe, là ça va être, on touche, il y a un contact, on appelle ça un signal mécanique. Ensuite, quand vous avez par exemple, vous voyez un feu rouge s'allumer, et bien ça c'est un signal, ce sont vos yeux qui perçoivent, donc c'est un signal lumineux. De la même manière, si je vous fais coucou avec ma main, c'est vrai que je bouge, mais ce que vous percevez c'est la lumière diffusée par mes mains, donc c'est aussi un signal lumineux. Et puis on a parlé aussi dans les nerfs qu'il y a des signaux électriques ou dans les fils électriques. Alors, nous, pour nos exemples, il n'y a que des signaux sonores. Et puis, qui est-ce qui reçoit le son? C'est bien entendu Paul, ou plus précisément, les tympans de Paul. Voilà. Et dans quel milieu de propagation se propage le son? Vous êtes d'accord que le son se propage entre le haut-parleur et le tympan, il y a de l'air, donc ça se propage dans l'air. D'accord? Donc, vous allez regarder la situation 2, la situation 3 et la situation 4 et vous allez essayer de faire les chaînes de propagation de la même manière. Vous n'êtes pas obligé de faire des couleurs, hein, mais par contre, il faut bien faire un cadre ici, une belle flèche large où vous écrivez le signal dedans, un gros carré aussi ici. Par contre, au-dessus, soit vous faites un rectangle, soit vous écrivez juste R au-dessus si c'est de l'air, O si c'est de l'eau, etc. Un petit détail pour le poisson, un poisson n'a pas de tympan. Donc, normalement, vous mettez que poisson parce qu'il capte les sons d'une manière différente de nous. Voilà, bon courage et à la semaine prochaine. Les élèves, révisez bien votre leçon qu'on a écrite la semaine dernière. C'est vraiment à connaître. Et puis, ceux qui étaient absents, vous révisez bien aussi vos unités à nouveau. Bon courage!